Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette émission a pour but de vous rappeler un des grands moments du sport en Suisse, ou plutôt 10 grandes journées du sport en Suisse. Je veux parler des championnats du monde de sport pour handicapés qui sont déroulés dans les Alpes vaudoises en mars dernier. Un grand moment de sport, mais un peu plus aussi, dont nous allons revoir ensemble la cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture se déroulait dans la patinoire de Villars, en présence bien sûr de tous les concurrents, et les championnats du monde ont été ouverts par le président de la Confédération, M. Honegger, en présence également du président du comité d'organisation, M. Jacques Martin. Mesdames et Messieurs, je déclare ouvert le deuxième championnat du monde de sport d'hiver pour handicapés. Cette émission ne se veut pas une sorte de rétrospective de ces championnats du monde de sport d'hiver pour handicapés avec succession de résultats, premier, deuxième, troisième, etc. Elle veut bien davantage rendre une certaine ambiance, parler aussi de ce problème du parrainage qui était une découverte cette année dans les Alpes vaudoises. Et pour ce faire, nous avons appelé sur notre plateau aujourd'hui plusieurs invités, 5 invités. Tout d'abord, Madame Marguerite Grosjean, qui est une non-voyante et membre de l'équipe de Suisse depuis bien longtemps, plusieurs médailles aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Madame Edeltraud Rousseau-Falvik, également médaillée d'or aux Jeux Olympiques et membre de l'équipe de Suisse. Monsieur Pierre Scheidegger, ancien recordman de Suisse du saut en longueur, également membre de la commission de parrainage de ces championnats. Jean-Jacques Guizolan, skieur, que nous verrons tout à l'heure dans le spécial, et membre de l'équipe de Suisse, ainsi qu'un Français, membre de l'équipe de France, Jacques Flamand, que nous verrons tout à l'heure dans des images de slalom géant. Et nous allons commencer par voir l'une des vedettes de ces championnats du monde, puisque des vedettes, il y a également dans le sport pour handicapés. Je veux parler de Annemie Schneider, cette Allemande qui a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Des images de joie et de bonheur dans une cérémonie de remise de médailles. Deuxième, zweite, Brigitte Rachel, Autriche, Österreich. Troisième,
Autriche. Qu'est-ce qu'on ressent, Madame Falvik, lors d'une cérémonie de remise de médailles comme ça? On est content. On est content tout simplement d'avoir réussi. Vous connaissez bien Annemie Schneider? Oui, je la connais très bien même, depuis de nombreuses années. Sa joie fait en tout cas plaisir à voir. On la voit ici sur le slalom spécial. C'est sa spécialité. C'est là où elle est le plus fort. Il ne faut pas oublier, elle s'entraîne avec l'équipe valide des Allemands, avec la jeunesse. Elle travaille dans le collège pour les jeunes espoirs. Oh, elle a beaucoup de chance, disons, de s'entraîner avec eux. Elle s'entraîne tous les jours. Parce que dans le sport pour handicapés, il y a bien sûr aussi des athlètes qui s'entraînent plus que les autres, plus que les Suisses par exemple. Nous, on n'a pas autant de possibilités. Elle est déjà une demi-professionnelle. Elle travaille seulement une partie et je vous dis, elle s'entraîne tous les jours avec les jeunes espoirs allemands. Alors, ce que nous, on ne peut pas. Nous, on travaille toute la journée, on peut sacrer le week-end et nos vacances, ce qu'on fait. Pierre Scheidegger, c'est une image de joie sportive qu'on rencontre sur tous les stades du monde. Oui, tout à fait. Je dois dire que c'est vraiment fantastique de voir cette femme, la joie qu'elle a. Et je pense qu'elle est certainement partagée par l'ensemble des sportifs handicap au moment où ils ont la possibilité d'accéder à des compétitions de ce niveau. On la voit ici dans la descente, qui est certainement la spécialité la plus impressionnante. Ouais, À l'arrivée, le départ, Rotneb Annemie Schneider en 1:06:61. Et ici, dans le slalom géant. Il y a plusieurs classes, évidemment, dans ces championnats. Il y a même un peu beaucoup de classes. En fait, on a un peu quelquefois de la peine à s'y retrouver. Oui, parce que il y a des différents handicaps et vous ne pouvez pas vous mesurer avec quelqu'un qui a les deux jambes et qui manque un bras. Quelqu'un sur une jambe sera toujours plus lent que quelqu'un sur deux jambes. Alors, malheureusement, il a des différentes catégories. Pour pouvoir se mesurer dans sa catégorie, on est obligé de faire différentes groupes. Vous-même, Madame Falvik, qu'on connaît plus au point de vue sportif sous le nom d'Edeltraud Rousseau, vous avez eu un accident? Oui, j'ai eu un accident de voiture il y a 15 ans. Et il m'a fallu un bon moment pour repartir de nouveau sur le plan sportif. Le ski, au bout de 2 ans et demi, j'ai quand même recommencé un jour. Et puis, mais au début, j'étais pas très brillante. Vous faisiez du sport avant votre accident? Oui, beaucoup. J'en ai fait même la compétition avant mon accident dans les disciplines l'athlétisme. Je n'ai jamais fait de compétition dans le ski avant, mais l'athlétisme, j'ai toujours fait de la compétition. Et dans le ski, cette année, dans les Alpes-Vaudois, vous avez participé à quelle discipline? Les trois, la descente, le géant et puis le spécial. On va vous voir d'ailleurs sur les images dans quelques instants. Quelle discipline préférez-vous de ces trois? Moi, c'est la descente. Pourquoi? J'adore la vitesse. Alors on va vous voir, est-ce qu'il y a une appréhension au départ, au même titre que les skieurs du Lauberhorn ou du Hahnenkamm? Si. On est vraiment... On est crispé, puis on a peur disons, on veut quand même faire le mieux. Alors on a son parcours dans la tête, on essaie de se rappeler des passages où il faut faire attention, etc. Je dois dire que quand je vous entends, ça me plaît beaucoup parce que ça prouve encore une fois, et je crois qu'on ne le dira jamais trop assez, c'est que la compétition du sportif handicap est maintenant arrivée au niveau de n'importe quelle autre compétition. Je
dois dire que ça, c'est absolument fantastique quand on vous voit là. À l'arrivée, une 30-38 en 1-21-24. Vous étiez satisfait de votre performance? Non, j'étais tombée. Et vous aviez eu un accident quelques semaines auparavant, je crois. Oui, je me suis à l'entraînement, au camp d'entraînement, je me suis arraché un muscle à l'épaule, ce qui m'a drôlement handicapée. Et j'ai dû arrêter tout entraînement jusqu'au départ des championnats. Votre meilleur résultat, c'était aux Jeux Olympiques, une 4e place? Il y a 2 ans, oui, il y a une 4e place en géant. Jean-Jacques Guizolan, vous, c'était votre première compétition internationale? Oui, c'était la toute première fois que je courais contre des coureurs d'une autre nationalité. Et vous-même, vous avez eu un accident également? Oui, c'est un accident. J'ai eu la jambe écrasée par un bloc de rocher à l'âge de 10 ans. Est-ce que vous faisiez du sport déjà? Bon, je ne sais pas si vous aviez commencé déjà avant 10 ans, mais donc vous avez commencé le sport après votre accident? J'ai commencé le sport après mon accident, oui. Est-ce que les débuts ont été difficiles? Comment êtes-vous arrivé à vous dire, tiens, je dois faire du sport? Oh ben ça, c'est venu tout naturellement. C'est pas... Je ne me considère pas comme un handicapé, je me considère comme un homme absolument normal. Et je commençais à faire du sport avec mes copains, avec ma famille. Et j'ai jamais, disons, je me suis jamais dit, il faut que je fasse du sport, c'est venu tout naturellement. Et la compétition a suivi également tout naturellement? La compétition a suivi tout naturellement. Il s'est trouvé qu'un jour, j'ai entendu parler de compétition pour handicapés et je me suis dit, pourquoi pas essayer après tout. Vous, on va vous voir dans le slalom spécial, je crois, qui s'est déroulé, sauf erreur, à Villars. Et c'est votre spécialité de prédilection ou... Non, pas du tout. C'est là que je suis le moins à l'aise. J'étais vraiment... j'étais assez crispé et c'est là que j'ai le moins de... disons de... le plus de difficultés, oui, vous avez voilà. quelques problèmes, effectivement. Voilà, exactement. Enfin, vous êtes courageux, là, vous remontez. Ma foi. Essayer d'arriver en bas, quoi. Mais ça va pas durer longtemps. C'était le step à combiner. Voilà, et on perd un ski. Vous avez voulu disputer le combiné également, mais... J'aurais bien aimé, oui, mais il y a eu, disons, des problèmes. J'ai eu des problèmes en géant, justement, qui est ma spécialité de prédilection. Mais disons que j'ai pas eu de résultats avant les championnats du monde et ils n'ont pas... Les responsables de l'équipe ne m'ont pas qualifié pour participer au géant. J'ai fait donc participer uniquement à la descente et au slalom spécial. Jacques Flamand, vous êtes notre invité français qui donne à cette émission cette touche internationale. Et si vous êtes habitué de ce plateau, puisque je crois que c'est la 3e fois que vous venez, étant donné que vous étiez parrainé par la télévision romande. On reviendra au problème de parrainage tout à l'heure, mais vous étiez le filleul de la télévision romande. Oui, par l'émission sur un plateau, exactement. Qui se voulait aussi une vocation internationale par la même occasion. Oui, oui. Alors vous, on va aussi vous voir, on va vous voir dans le géant cette fois-ci. Est-ce que vous, c'est votre spécialité Oui, c'est préférée? ce que j'apprécie aussi, oui. C'était un bon parcours, les parcours sont bien dosés. Et j'aime bien. C'est surtout une question de dosage. Ouais. Il faut bien se régler, je dois dire. Pour arriver en forme, pleine force en bas. J'imagine qu'il est aussi difficile de trouver un tracé pour un slalom géant, un slalom spécial dans le sport pour handicapés que dans le sport pour valides. Oui, je pense, oui, c'est pas... Je dirais même qu'il y a bien des sportifs valides qui auraient des difficultés à suivre le rythme de ces athlètes. Je crois que ça, il faut aussi le dire, et ça prouve aussi maintenant le sérieux de l'entraînement de ces garçons et de ces femmes dans le monde du sport pour handicap. Je dois dire que c'est absolument merveilleux de voir ça. Et du reste, on sent parfaitement l'effort qui se fait. Là, quand on voit dans les portes, ça creuse. Ça creuse. Jacques Flamand, vous-même, vous avez eu un accident
Non, moi j'ai eu une banale tumeur, si je puis dire, à l'âge de 11 ans. Et en fait, j'ai été opéré assez rapidement. Moi j'ai commencé à skier à l'âge de 21 seulement. Mais j'ai pas fait de sport avant mon accident. Bon, j'ai commencé à en faire un peu après, par le ping-pong. Ça m'a donné un peu d'aisance. Quelles étaient vos motivations pour vous lancer dans le sport à 21 ans? De gagner. De gagner, d'avoir un esprit de compétition. Moi. Ça m'est venu assez normalement, si je puis dire. Et puis, c'est une question, c'est d'émulation. C'est bien de se rencontrer avec des autres pays. Donc les championnats du monde, c'est une occasion formidable. Parce que je crois que ce qu'il faut dire, Pierre Scheidegger, c'est que ces championnats du monde sont vraiment une réunion de sportifs au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Et on voit maintenant que le sport pour handicapés a obtenu ses titres de noblesse, puisqu'elle a ses championnats du monde, elle a ses Jeux olympiques, elle a ses sportifs, ses vedettes, au même titre que le ski alpin, avec des Bernard Russie et tous les champions qu'on connaît. Je dois dire qu'actuellement, elle n'a pas à se cacher. Je crois que le sport handicap n'a pas à se cacher. Au contraire, il faut qu'on puisse faire valoir maintenant le sérieux de ces athlètes. Il y avait une spécialité particulièrement spectaculaire dans ces championnats du monde handicapés des Alpes vaudoises, c'était la luge. Nous allons en voir quelques extraits maintenant. C'est certainement l'un des sports les plus difficiles et les plus spectaculaires en tout cas à voir en images. Un championnat du monde réservé à une catégorie de sportifs d'élite, un championnat du monde au cours duquel le terme handicapé doit être oublié. C'est avec cet état d'esprit qu'ont été organisées ces compétitions et c'est avec cet esprit que sont venus les concurrents. Avec le ski alpin et les épreuves nordiques, la luge figurait au programme et soyez-en certains, ces coureurs ne sont pas venus uniquement pour faire de la figuration. Regardez plutôt ces images de luge, l'épreuve s'est déroulée à Lézin. Et pour ses concurrents, un seul but, descendre le plus vite possible sur ce tracé très rapide. Alors voilà le concurrent numéro 5, Emil Holten de Norvège. Du courage, de la volonté, il en faut à ces sportifs qui jouent eux aussi avec les dixièmes de seconde. Des sportifs qui figurent, il ne faut pas l'oublier, parmi l'élite de leur pays.
Sur cette piste longue de plus de 800 mètres, des temps remarquables ont été réalisés. Le meilleur, 47 secondes. Et voici John Burke à l'arrivée en 58 secondes 20. Voici un temps fantastique, le meilleur temps de loin en 47 secondes 96. Bon, on a entendu un spectateur dire dans le courant de cet extrait, mon Dieu, la vitesse qui va. Je crois que c'est effectivement l'impression qu'on a tous sur ce plateau. Je crois que la vitesse atteinte était à peu près de 60 km à l'heure, Pierre Scheidegger. Oui, environ 60 km à l'heure. Et j'ai entendu dire que notre champion du monde, Joe Bellin, a essayé de faire cette descente et il a été très, très impressionné vraiment du courage de ces athlètes. Il faut préciser que c'est lui-même, avec toute son équipe, qui avait préparé cette piste de luge. Tout à fait. Collaboration, là aussi, entre les valides et les handicapés. On peut dire un mot de l'organisation, Pierre. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à ces organisateurs des Alpes vaudoises, Villars, Diabeur-et-les-Mosses, Grillon-Barboleuse et Les Uns. Oui, effectivement, on doit le redire, parce que cette organisation était assez fantastique, de par son ampleur. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même plusieurs stations, il y avait les distances qui rentraient en matière et cette organisation était fantastique. Il y a eu un engouement de la part de la population de ces stations, des Alpes vaudoises, que j'ai trouvé merveilleuses. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des appuis de l'armée, par exemple, des PTT, qui étaient absolument remarquables. Dans le cadre du déplacement, il y avait les autocars, il y avait aussi tout le problème sanitaire qui était présent, les compétitions. Je crois que dans l'organisation des compétitions, je ne crois pas qu'il y a eu, bon, comme dans toute grande organisation, il est certain qu'il y a de temps à autre des petits accrocs, mais dans l'ensemble, je dois dire que c'était assez fantastique. Est-ce que vous êtes de cet avis, madame, messieurs? Je crois que c'était vraiment bien organisé. Malgré les distances, pour nous, des fois, c'était désagréable, mais je pense que ce n'était pas possible de faire autrement. Je crois que lorsqu'on arrive dans une telle organisation d'une telle ampleur, c'est évidemment un problème inévitable. Il y avait des sports qui étaient organisés qui ne font pas encore partie du programme des championnats du monde ou des Jeux olympiques. Je veux parler par exemple du hockey sur glace, dont nous allons voir quelques extraits maintenant. Hockey sur glace qui était organisé sur la patinoire de Les Uns. Sauf erreur, il n'y avait pas encore assez d'équipes pour participer à un vrai tournoi mondial. Le hockey sur glace est pratiqué essentiellement dans les pays nordiques, mais c'est certainement un sport appelé à figurer prochainement au programme des championnats du monde ou des Jeux olympiques. Il y a une grande évolution dans le domaine des sports. On l'a vu aux Jeux olympiques de Arnhem, où des sports qui étaient inconnus il y a quelques années figuraient au programme des Jeux olympiques. Et c'est un sport aussi spectaculaire. Spectaculaire, il y a un engagement physique de la part de ces sportifs. J'aimerais pas m'y trouver au milieu. Hein. En Suisse, les sports d'hiver sont régis par une fédération, la Fédération suisse de sport handicap. Il n'y a peut-être pas les mêmes problèmes, Madame Falvik, lors des compétitions d'été entre les paraplégiques et les autres handicapés.
Un peu dû parce que les compétitions d'hiver, c'était dominé par les amputés. Par contre, les Jeux d'été, alors c'était jusqu'à il y a quelques années en arrière, dominé par les paraplégiques. Bien, vous voyez, par exemple là, je crois la grande partie, c'est des paraplégiques qui jouent. Et en Suisse, nous n'avons encore personne du côté de paraplégique qui participe. On va en venir, mesdames, messieurs, au problème du parrainage. Pierre Scheidegger, vous êtes avec 3 de vos camarades à la base du parrainage de ces championnats, ou plutôt des athlètes qui participent à ces championnats, par des valides, des sociétés ou des personnes individuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce problème du parrainage? L'idée du parrainage est une idée que je pourrais dire philosophique un petit peu. Nous avons surtout cherché à créer une communion entre les bien portants et les sportifs handicapés. Nous avons cherché à éliminer des barrières d'une certaine agressivité de la part de l'handicapé, des barrières dues à une méconnaissance totale de la part du bien portant. Et le slogan, le credo que nous avions, c'était « un parrain, un athlète », afin de faire connaissance, afin de connaître les problèmes de chacun. Et nous avons organisé cette commission de parrainage en 4 volets parce que nous voulions toucher le plus grand éventail, la plus grande masse de la population, à savoir les communautés publiques, les communes, les cantons. Nous avons essayé d'avoir des contacts avec les entreprises commerciales, donc le monde de la finance, les clubs-services, tels que le Rotary, la Jeune Chambre économique, le Panathlon, et le monde du sport. Et en ce qui me concerne, j'avais le volet du sport et j'ai essayé de faire communiquer ce courant du sportif non handicapé au sportif handicapé. Et je crois que de ce côté-là, je pense pouvoir dire, moi j'espère vraiment que ça a été une réussite. Je ne sais pas, Jacques ou toi-même, si tu peux nous donner un peu ton avis, ou votre avis, les deux et vous, sur cette organisation, sur cette symbiose, sur cette sensibilité que nous avons rencontrée quand même tout au long de ces 10 journées des championnats du monde sport pour handicap et qui se perpétuent du reste. Je crois qu'il y a des relations fantastiques. Je crois que c'est surtout vous qui pouvez nous en parler. Je rencontre toujours la personne, je fais même du sport avec. Je continue avec elle. Qui était votre parrain, Mme Grosjean? C'était... elle représentait, c'est une institutrice, c'est une école, plus la commune de Chambézy, mais elle représentait ces 2 choses. Et les élèves sont venus me voir skier, ils sont venus au Diableret. Et tout l'été, on a été faire des pistes vita, de la course, et puis tout. Et on a même des fois emmené 2, 3 enfants de l'école. C'était très sympathique. Pour vous, c'était donc une très très bonne chose. Oui, et puis pour moi, c'était aussi une occasion d'entraînement en même temps. Comme souvent, on a beaucoup de difficultés à trouver du monde qui nous accompagne, qui viennent nous chercher. Alors, j'ai trouvé ça, c'est une très bonne idée. Et je crois que chez les aveugles, on a beaucoup apprécié. Parce qu'on n'a plus besoin d'une tierce personne que les autres handicapés, souvent. Madame Falvik, dans votre cas, c'était peut-être un tout petit peu plus différent. Un petit peu différent. C'était différent parce que c'était l'American Women's Club of Geneva. Ils en avaient 5 filleuls. Évidemment, il n'y avait que 2 dames qui présentaient. C'était un peu difficile de s'en occuper des 5 à la fois. Alors, c'était un peu moins personnel. Mais je crois, dans l'ensemble, c'est une idée absolument merveilleuse. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire parfois à Pierre Scheidegger que certaines sociétés ou certaines personnes se servaient d'un parrainage en quelque sorte comme alibi pour se donner bonne conscience? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je ne vous cache pas qu'on a lutté là contre. On ne voulait pas cet alibi du billet de 1000 francs parce que, je le rappelle, dans l'engagement du parrain,
ou du club service ou de la société de sport. Nous ne voulions pas que ce soit simplement l'acquis de bonne conscience en versant 1000 francs dans cette organisation, loin de là. On voulait cette relation, on voulait cet engagement physique et moral du parrain à l'encontre, disons, de son filleul, l'athlète. Et je crois que de ce côté-là, pour moi, avec ce que j'ai vécu dans les Alpes vaudoises ce printemps, c'était une réussite parce qu'on a vécu des scènes de relations humaines absolument inoubliables. Et je dois même dire que si je n'avais pas vécu cette aventure des championnats du monde et surtout de cette commission de parrainage, il m'aurait peut-être manqué quelque chose à ma carrière de sportif. Je dois dire qu'il y a une dimension qui s'est... Comment expliquer ça? Qui s'est révélée. Qui s'est révélée à moi sur la base de ce que j'ai aussi vécu personnellement. Je dois le dire que c'était assez fantastique. Madame Falvik, on a pu assister dans le cours de ces championnats du monde, dans les coulisses, à des recherches de sportifs par certains parrains. Ça, vous avez, quand vous voyez des gens avec un bout de papier qui vous demandent « Avez-vous vu cette personne ?» Et puis bien avant, disons, la course même, il les accompagnait tout le long, il mangeait avec eux à midi, tout ça. Et j'ai vu des choses absolument sensationnelles. J'ai trouvé ça vraiment très, très joli. C'est votre avis aussi, Jean-Jacques? Oui, moi j'étais donc parrainé par mon ski club Payerne. Et bon, à chaque compétition à laquelle j'ai participé, une délégation était là pour me soutenir, m'encourager, même me transporter mon matériel. C'était vraiment... je connaissais déjà bien les gens qui sont venus, mais je peux dire que j'ai vraiment découvert une solidarité de la part des valides par rapport à nous qui était vraiment extraordinaire. Jacques, vous avez une caméra pour vous suivre aussi. Oui, moi j'étais parrainé par l'équipe sur un plateau. Et vraiment, il y avait une chaude ambiance, je crois. C'était bien sympathique. Ouais. Ça s'est révélé petit à petit. Ils suivaient les événements. C'était bien, très bien, je trouve. Parmi les événements, le biathlon. Le biathlon pour aveugles, nous allons venir au sport pour les non-voyants. C'est comme un biathlon pour valides, c'est-à-dire du ski de fond et du tir. Et oui, du tir. Biathlon pour non-voyants et malvoyants, une épreuve composée de ski nordique et de tir. Cela peut paraître paradoxal pour ces sportifs atteints de cécité. Et pourtant, grâce à un ingénieux système acoustique, les non-voyants peuvent s'adonner au tir. Pointé sur le centre de la cible, le viseur émet un son aigu, un son qui devient de plus en plus grave lorsque le viseur s'éloigne de la cible. Il faut dire que la précision de cet appareil est étonnante et que les résultats enregistrés par les non-voyants sont souvent meilleurs que ceux réalisés par les gens qui ont toute leur vue. Slow down, slow down. Come around, sir, but around to your right. On to the, follow him. Yeah. Yeah. Okay, okay. Yeah. Okay. Attention, hein. Attention, s'il vous plaît. Non, non. Good. Out. Good, everyone there, Ken. Là. Par là. Oui, là. Oui. Attention, retirez-vous s'il vous plaît. 21 minutes. You want to head on? Right. Just stop for a second. Okay, come around. Come in after me, that's good. And off we go. Into the track. Okay, you're coming into it, one in the other. Le voici, cet appareil, un viseur ingénieux qui permet aux non-voyants de réaliser quelque chose d'impensable il y a peu de temps encore, tirer sur une cible. Alors, Madame Grosjean, vous n'avez pas tiré vous-même, mais vous avez fait du ski de fond.
Ça fait longtemps que vous pratiquez le ski de fond? Oh, ça fait 12 ans maintenant. Et comment ça se passe? Comme le slalom qu'on va voir tout à l'heure, vous êtes aussi suivi, précédé par une personne voyante qui vous indique le chemin? Qui m'indique, c'est-à-dire qui skie à côté de moi, en général, il est à gauche, et qui me décrit la piste. Si elle descend, elle remonte. Mais en général, on l'a fait 2-3 fois, alors on l'a déjà un petit peu dans la tête, on sait à peu près. Et puis qui me dit quand il faut dépasser. Alors il me dit piste de gauche, alors je bifurque à gauche. Puis quand j'ai dépassé, je reprends la piste de droite. Et puis quand un autre vient, c'est toujours le moniteur, le guide qui doit se déplacer. Et bon, sur 30 km par exemple, ça ne doit pas être une sinécure pour la personne accompagnante de devoir parler tout en skiant, et en skiant quand même assez vite. Hein. Oui, des fois il faut assez de souffle. Mais comme je vous dis, quand on l'a fait, par exemple, 3 fois 10 km, on commence à connaître le terrain. Alors on ne parle plus tellement non plus. Non, c'est... Puis, ce qui est aussi, au début, les pistes sont assez profondes, elles sont assez bien, mais évidemment, à la longue, elles commencent à être usées. Alors là, on a beaucoup plus tendance à sortir des rails, quoi. Pierre, il y a une anecdote, je crois, à propos du ski de fond. En ce qui concerne les Jeux Olympiques de Suède, on avait mis comme accompagnants des garçons qui n'étaient pas à la hauteur. Oh, et ça arrive, surtout sur les relais ou sur ces 10 km, parce que ça n'existe encore pas, les 30 km. Alors, on a même dû courir pour faire un relais avec le guide qui n'en pouvait plus. C'est comme en athlétisme, aux 1000 mètres, souvent, il faut aussi un deuxième qui tire. Qui doit prendre le relais, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, c'est un peu le même genre. Oui. Et alors, une fois, Pierre Scheidegg, aux Jeux Olympiques, les guides n'étaient pas vraiment à la hauteur. Tout à fait. Dans le cadre de l'organisation des premiers Jeux Olympiques, le comité d'organisation avait pensé utiliser des athlètes de l'endroit. Et après, je crois même directement après le premier entraînement, ils se sont rendus compte que ces guides de l'endroit n'étaient pas assez forts, et ils avaient dû faire appel aux athlètes de l'équipe nationale de Suède pour pouvoir suivre. Et ça démontre encore une fois la qualité de ces athlètes handicapés. La qualité aussi des athlètes du ski alpin de cette semaine de championnat du monde des Alpes vaudoises. Nous allons voir des images de ces skieurs aveugles sur des images de slalom géant. Des images toujours impressionnantes, un son également impressionnant. L'athlète étant suivi ou précédé par un guide qui lui indique le chemin. En avant. Voilà. C'est bon, c'est bien. Droite. Bon, ça marche, continue. D'accord, go. Voilà, c'est bon. En avant. Droite. En avant, go. Reviens un peu plus à gauche. Voilà, pousse sur les bâtons, en avant. Pousse, vas-y, allez, en avant. Un peu plus à droite, légèrement plus là. Là, c'est bon. Pousse sur les bâtons. Droite. En avant. Gauche. Voilà, dérape sur 11 heures. C'est bon. Dérape. Droite. Dérape. Voilà, dérape. À l'avant. Gauche. À l'avant. Pousse. Droite. À l'avant. Hop, à l'avant. Gauche, c'est bon. À l'avant. Droite, c'est bon. Hop. Gauche. À l'avant. Pousse. Droite. À l'avant. Gauche. Traversez. Hop, traverse à rouge. Droite, c'est bon. Hop.
Et ici, c'est une image d'une gamine de 12 ans, américaine, qui est ici précédée comme guide par son père. Elle se dirige donc au bruit. Okay, come on. Looking good. Here we go. Beautiful. Wide open. Come on, to the right here. Come on, to the right. Here we go. Looking good. Okay, come on. Open up. It's flat. It's flat. Okay, looking good. Okay, looking good. Come on, come on, come on. Looking good. Looking good. Good. Come on, come on. Open it up. Let's go. Come on, let's go. Let's go. Come on. Looking good. Come on, looking good. Okay, looking good. Here we go. Looking good. Make the left turn. Slow down, slow down. Slow down, slow down, slow down. Okay, come on, come on. Come on. Slow down, slow down. Okay, okay. Looking good. Okay, slow down, come on. Here we come. Make a left turn. Looking good. On s'époumonne, hein, le père, en tout cas, s'époumonne. C'est les moniteurs, ils sont beaucoup plus excités que l'élève. Alors ça me met hors des gonds quand ils s'excitent comme ça. Il devrait plutôt calmer le sportif. Calmement. Ça, je dis toujours, je ne veux pas en exciter. Au fond, c'est la même chose quand il crie tout le temps. Moi, Puis alors après, ce que j'appelle, moi, on tricote, c'est-à-dire on croise les skis. Quand il est calme, dur, sec, mais calme, alors ça va tout seul. Pierre Scheidegger, cette idée de parrainage de sportifs handicapés a permis certainement aux handicapés et aux valides de mieux se comprendre mutuellement. Et oui, c'est important, et ce n'est pas si facile. Non, effectivement. C'est comme je l'ai dit en ce début d'émission, c'est le désir vraiment d'éliminer le plus de barrières possibles entre le bien portant et l'handicapé. Ayant vécu justement aussi moi-même le monde de l'handicapé, je dois dire que je sais ce que c'est. Le problème de la réintégration dans la vie sociale de tous les jours. Il y a ce désir de vouloir y accéder, et puis de l'autre côté, peut-être un peu aussi le refus, et il faut absolument maintenant qu'on élimine ce refus. Je crois, mesdames, messieurs, ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'il faut peut-être pas nier la différence, mais savoir l'accepter d'un côté comme de l'autre. Absolument. J'aime pas les gens qui disent « je ne suis pas handicapé », je le suis, puis je le serai toujours, mais c'est un fait, et puis voilà, je vis avec, et je crois qu'il faut faire la meilleure de la situation. Il ne faut pas y penser. Il faut accepter. Il faut accepter. Surtout. Et puis surtout pas se dire pourquoi. Oui, peut-être dans un accident, c'est différent, mais une maladie comme moi, perdu la vue, mais pourquoi moi? Ça, je n'y pense jamais, parce qu'alors je n'irai nulle part. C'est une chose, il faut savoir s'assumer en étant comme ça. On est comme on est, c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut accepter ce handicap et vivre avec, on est obligé. Si on refuse le handicap, alors la vie n'est plus possible. Et je crois que la pratique du sport et les compétitions telles que celles que nous venons de revivre dans ces 3 petits quarts d'heure, ça peut vous aider aussi. Oui, c'est net. Certainement. On peut se mesurer encore, on peut dire à quoi je suis encore bon et ce que je peux faire. Eh bien, ce sera notre conclusion. Mesdames, messieurs, je vous remercie infiniment d'être venus sur ce plateau pour revivre en notre compagnie ces grandes 10 journées de sport dans les Alpes vaudoises, ces championnats du monde de sport d'hiver pour handicapés. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.